Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché la scène égyptienne dans tous les domaines durant les derniers jours. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une gamme d'événements, une gamme d'informations qui concerne plusieurs sujets, le nucléaire égyptien, la réforme économique égyptienne aux yeux non seulement des experts économiques, mais aussi aux yeux de journalistes. Et enfin, le COMESA. Comment le COMESA représente pour nous une grande importance, c'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition. Justement, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter Dr Passante Fahmi, ex-membre très éminent au sein de la commission parlementaire économique de l'Égypte. Vous êtes toujours la bienvenue sur notre international. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant donc de commencer notre discussion, permettez-moi encore une fois de vous présenter ce reportage qui porte ce grand titre, la première célébration de l'énergie nucléaire en Égypte. Bien sûr, le Premier ministre égyptien était présent et même a fait une déclaration très importante dont on va discuter, mais justement après la diffusion de ce reportage. Le 19 novembre, un jour historique dans la vie des Égyptiens. Le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables a fixé ce jour qui représente la première fête de l'énergie nucléaire en Égypte. Cette journée en 2015 a vu la signature des contrats pour la construction de la centrale nucléaire de Daba avec la société russe Rosatom, où le président Abdel Fattah el-Sisi et le président russe Vladimir Poutine ont signalé le démarrage du projet. Les caractéristiques les plus importantes de la centrale nucléaire de Daba sont la confiance de la société russe envers les normes de sécurité les plus élevées utilisées dans ce type de réacteur, en plus d'être considérée comme la plus sûre et la plus récente au monde. Il convient à noter que l'Égypte n'accepte aucune condition politique ou autre pour l'établissement de la centrale nucléaire, expliquant que l'autorité des centrales nucléaires est le propriétaire et l'exploitant de la centrale nucléaire de Daba, et elle s'appuie sur un pourcentage de les composants de la centrale nucléaire localement, ce qui développera l'industrie nucléaire locale en Égypte. Il est prévu que la mise en œuvre du quai maritime pour recevoir les équipements de la centrale sera bientôt achevée, révélant qu'un contrat pour sa mise en œuvre a été signé en juin 2020 et sera activé depuis juillet 2021. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte célèbre sa première journée, sa première fête concernant bien sûr l'énergie nucléaire. Le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a dit que à travers le contrat qui a été signé avec Rosatom, avec la partie russe, l'Égypte est entrée dans une nouvelle ère. Comment vous trouvez l'importance du nucléaire égyptien et son impact sur le processus de développement économique en Égypte? C'est venu dans le bon moment. C'est-à-dire le monde change d'une façon inattendue. C'est vrai qu'on parlait toujours d'un grand changement sur le niveau mondial, mais on ne s'attendait jamais que ça soit fait si vite et que l'impact aussi devient assez sérieux. L'Égypte, bien sûr, a besoin d'avoir une nouvelle technologie pour l'énergie. Et l'énergie nucléaire est très importante. Quand on parle maintenant et on regarde le monde entier, tout est nucléaire. C'est-à-dire le monde ne regarde plus le globe, la Terre. Tous les pays maintenant regardent le monde entier. Et ça, c'est un pas très avancé en ce qui concerne le développement non seulement économique, mais aussi le futur. De l'Égypte étant un pays très important dans la région. Nous devions avoir cette technologie depuis longtemps, mais alhamdoulilah, finalement on l'a, et ça va nous aider beaucoup
dans le côté du développement économique et la participation aussi avec des compagnies multinationales qui viennent travailler dans notre région. Nous avons besoin de développer beaucoup d'aspects dans la façon dont on va diriger le futur. Un des aspects les plus importants, c'est les sources, que ça soit nucléaire, que ça soit électrique, les sources comment on appelle, d'énergie, c'est un côté très important. J'aimerais bien vous présenter qu'est-ce que le Premier ministre égyptien a parlé durant sa présence, bien sûr, dans cette fête visant à célébrer la journée du nucléaire ici en Égypte, la première fête en fait. Le Premier ministre Moussa Maboul a affirmé que l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la génération d'électricité était l'un des principaux piliers du développement durable et de l'énergie propre. Maboul a fait ses déclarations, bien sûr, lors de la célébration de la première édition de la fête de l'énergie nucléaire en Égypte. Le Premier ministre a confirmé qu'à travers la signature de l'accord de la création de la centrale nucléaire d'Adaba avec la Russie, l'Égypte était entrée dans une nouvelle ère d'ambition prometteuse pour la réalisation du rêve nucléaire égyptien. Il est à noter que c'est le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables qui a fixé ce jour, le 22 novembre, pour célébrer la première fête de l'énergie nucléaire en Égypte. Cette journée, en 2015, a témoigné de la signature de contrat pour la création de la centrale d'Adaba avec la société russe Rosatom, où le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont donné le coup d'envoi de ce grand projet. Monsieur le Premier ministre a souligné une chose très importante, c'est l'importance de diversifier les différentes énergies utilisées ici en Égypte. Et notamment, l'Égypte s'oriente de plus en plus vers l'utilisation des énergies propres. Le monde entier. Le changement du climat, si vraiment tous les pays du monde n'adressent pas ce sujet d'une façon assez professionnelle, ça peut causer des problèmes compliqués qu'on n'aura jamais des solutions. Alors là, le changement du climat impose, et les problèmes que tout le monde voit partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout au monde, il y a des problèmes climatiques incontrôlables. Alors là, nous devons tous regarder ce côté-là d'un œil assez sérieux, parce que ce n'est pas du luxe. Ça, c'est la stabilité, la sécurité de la Terre et du globe tout entier. C'est pour cela qu'il était temps d'avoir cette énergie propre. Et nous devons aussi avoir d'autres sources d'énergie propre, que ce soit l'énergie solaire, parce qu'on ne peut plus utiliser ou continuer à utiliser les méthodes dont le monde entier a vraiment pris dans le passé. On a vu les résultats, on a vu ce qui se passe dans le monde. Alors là, il est temps, et c'est bien qu'il est temps, honnêtement, que l'Égypte aussi, parce que nous avons des plans très ambitieux, que ce soit pour l'Égypte, la région de la Méditerranée, les pays africains, les pays arabes, nous avons des plans très optimistes à développer l'économie dans ces régions-là. Non seulement l'Égypte, mais je répète, Méditerranée, l'Afrique, les régions, les pays arabes. Alors, avec tout ce genre d'expansion, nous devons avoir des sources qui ne causent pas des problèmes plus ou la complication des problèmes pour le climat. Parce qu'à cause de ces complications des problèmes, on va avoir des problèmes sur le niveau de l'eau, niveau de l'alimentation, niveau de la pauvreté, les maladies. Le monde peut être dans une situation incontrôlable. Alors, alhamdoulilah, qu'on va commencer ce genre de projet. Et aussi, j'espère bien qu'on regarde aussi les projets de solaire, parce que c'est très important. Nous avons aussi la possibilité d'avoir des projets pour l'énergie solaire en Égypte. Ce qui, en fait, m'étonne personnellement, quand on parle ou quand on trouve comment l'économie mondiale souffre d'importantes et de sérieuses crises dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des changements climatiques, dans d'autres domaines, comme la santé par exemple, on ne trouve pas que c'est le même cas pour l'Égypte. Comment vous expliquez cette vision? Je vais vous dire. Premièrement, nous avons une économie très bien diversifiée. Et ça n'existe pas dans beaucoup de places. On peut travailler dans tous les domaines. Deuxièmement, un climat
365 jours de l'année, on peut travailler jour et nuit en plein air. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup de régions. Troisièmement, 50% de la population, ce sont des jeunes. Ouais. Ça, c'est une force. Quatrièmement, on a mis en place un plan, une stratégie qui s'appelle 2030. C'est une stratégie très sophistiquée, très bien faite et très bien suivie. Ouais. On voit, elle est suivie minute par minute, commençant par Monsieur le Président, et puis le cabinet, le Parlement, tout le monde. Il suit l'application de cette stratégie minute par minute. Ouais. Ça, c'est pas facile. Alors, nous avons aussi, je vais parler de la location géographique. Ouais. On est l'entrée vers l'Afrique depuis le temps des pharaons. Ouais. On a aussi 3 points très positifs. Ouais. Nous avons un paysan, honnêtement, très brave, qui n'existe pas dans beaucoup de pays. Ouais. Nous avons ce métier hérité d'une génération depuis 7000 ans. Deuxièmement, nous avons aussi des constructeurs. Ouais. Ils construisent très bien depuis les pyramides. Ça, c'est des pyramides jusqu'à regarder la nouvelle ville, regarder même les arrondissements, regarder le 5e arrondissement, tout ce qui a été construit. On ne construit pas comme ça dans le monde entier. On a des constructeurs professionnels. Troisièmement, on a aussi l'armée qui est solide. Alors, avec ces 3 sections, on peut avoir une vie stable. C'est-à-dire, on peut travailler en plein air, on peut travailler 365 jours. Nous avons une économie très bien diversifiée dans tous les domaines. Si vous prenez par exemple le domaine du tourisme, c'est une longue liste. Vous prenez le domaine de l'agriculture, une très grande liste. De l'économie verte et l'économie bleue. Des industries qui peuvent être basées dessus. Vous voyez ? Alors, la diversification et aussi le climat, ouais. Les 50% population jeune, avec cette stratégie qui est très bien suivie, c'est normal. Ouais. C'est normal. En fait, ce que vous avez souligné il y a quelques moments se trouve dans d'importantes séances consacrées à de tels domaines. Et c'est ce qu'on va trouver en fait dans le prochain reportage qui va parler, ou qui va, si je peux dire, jeter plus de lumière sur le lancement de la 8e édition de la conférence économique d'Akhbar el-Youm, qui bien sûr prend pour thème cette fois-ci 100 milliards de dollars d'exportation. Le rêve est possible. Donc on va jeter un coup d'œil sur l'agenda de cette rencontre économique qui est devenue annuelle il y a 8 ans. Après ça, on va essayer d'analyser les déclarations faites par les participants au cours de cette conférence. Donc un reportage signé Salih Ahmed et Yara Choucha. Les activités de la 8e édition de la conférence économique de Akhbar el-Youm a commencé ses travaux aujourd'hui sous les auspices du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. La première session plénière de la conférence intitulée « L'industrie, l'investissement et la finance » est la base de l'exportation. Se déroule en présence du ministre des Finances Mohamed Maït, la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gamer et plusieurs responsables dans ce domaine. Les thèmes de la session ont abordé les mesures pour soutenir l'industrie et augmenter les exportations, les procédures de contrôle du budget et des taux de change, les mouvements des capitaux à court terme et les frais administratifs sur les activités économiques ainsi que les taxes. La deuxième session plénière s'intitule « Pétrole, gaz et électricité, lancement de l'énergie ». La session a eu lieu en présence du ministre du Pétrole, ingénieur Tariq El-Molla, et du ministre de l'Électricité, Mohamed Shakir, et d'autres responsables dans le domaine du pétrole et de l'électricité. Les thèmes de cette session incluent la stratégie de transformation de l'Égypte en un centre énergétique régional, les usines de liquéfaction, les opérations d'interconnexion électrique avec les pays voisins, l'énergie future, les stations géantes, les exportations pétrolières, gazières et pétrochimiques, et le projet nucléaire égyptien. La troisième session plénière intitulée « Pont, une passerelle égyptienne vers les marchés mondiaux ».
Les thèmes de la session discutent de la médiation, le marketing, les services de transport et de logistique, les grands centres commerciaux dans le monde, les nouvelles lignes maritimes pour l'Afrique de l'Est et l'Europe du Nord-Ouest et la commercialisation des produits égyptiens avec l'aide de promoteurs professionnels. La 4e session intitulée Piliers transport et logistique de l'exportation a réuni le ministre de l'Aviation civile Mohamed Manar, le président de l'autorité du canal de Suez Oussama Rabia et autres. Les thèmes comprennent l'appui technique, technologique et logistique aux exportateurs et la concurrence mondiale, les nouveaux marchés pour les produits locaux, notamment sur le continent africain. La 5e session est intitulée Développement urbain et exportation immobilière et elle concerne l'exportation de l'immobilier et les expositions. Quant à la session spécialisée, elle s'intitule Industrialisation agricole et ressources animales, réalité et ambition en présence du ministre des Ressources en eau et de l'irrigation Mohamed Abdelghati et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali Msalhi et le ministre de l'Agriculture Al-Sayed Al-Qusir. La session comprend l'état des exportations agricoles égyptiennes sur les marchés internationaux, les projets nationaux pour sécuriser la consommation locale et augmenter les exportations. Donc, comme vous venez de suivre, en fait, la 2e session de cette conférence économique d'Akhbar El-Youm va porter un titre très important et va jeter la lumière sur un sujet très vital. Il s'agit donc de l'énergie. Et comme vous venez d'assister il y a quelques minutes, aujourd'hui, l'Égypte célèbre sa première fête pour célébrer le nucléaire égyptien. C'est pourquoi j'ai en ligne de l'Interview international Dr Mohamed Nasr. C'est un professeur de l'énergie nucléaire. Monsieur Mohamed Nasr, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, comment vous trouvez l'importance, premièrement, de cette fête consacrée à célébrer le nucléaire égyptien? Deuxièmement, comment vous trouvez l'impact et la nécessité d'avoir une telle source très importante dans le domaine de l'énergie, et ça pour doper un peu plus l'économie égyptienne et le développement économique dans toutes les parties de l'Égypte? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, votre invité, tous les spectateurs. Vous voyez, concernant la première question, vous avez posé beaucoup de questions à la fois. D'abord, l'importance de cette fête, c'est le fait de concrétisation, à mon avis, de la projet d'énergie nucléaire en Égypte. Je ne parle pas du programme nucléaire, mais je parle d'énergie nucléaire parce que lorsqu'on parle de programme nucléaire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects, mais cette projet et les projets d'une station, d'une centrale pour produire électricité. Je veux dire une simple chose. Moi, je suis à mon 80e année et j'ai entré dans le département d'études nucléaires, la première département d'études nucléaires, et nous avons l'espoir d'être un opérateur de centrale dans les années 60. Vous voyez quelle est l'importance psychique par rapport aux gens de mon âge. Alors, la concrétisation du projet, c'est quelque chose de très important parce que nous avons beaucoup de projets qui ne voyaient pas la lumière, ne voyaient pas le jour. Ça, c'est pour la première question à vous. La deuxième question, c'est concernant l'importance de l'énergie nucléaire. Moi, je peux dire, je préfère parler de l'importance de la technologie nucléaire. Il y avait un historien qui disait que si on va diviser l'histoire de l'humanité dans l'ère de glace, l'ère de... Cette ère, ça va être nommé l'ère nucléaire. Parce que si vous regardez autour de vous, presque le nucléaire intervient dans toutes les choses. Vous allez médecin, vous avez fait de la radio, tout ça, c'est la technologie nucléaire. L'importance vitale que nous voit maintenant, c'est qu'il fasse, c'est le monde face aujourd'hui. Le monde face aujourd'hui au problème du changement climatique. C'est un grave problème. Le monde face au problème de pénurie de l'eau. Le monde face au problème de pénurie de nourriture. Alors,
Tout ça, ça va résoudre le problème énergétique. Ouais. Alors, pour avoir résoudre le problème énergétique, vous avez ce qu'on appelle le panier énergétique. Ouais. Il faut distribuer votre panier énergétique. L'importance de l'énergie nucléaire ici, c'est qu'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de deuxième oxyde de carbone qui est mis dans l'atmosphère. Ouais. Vous n'émettez pas de deuxième oxyde de carbone. Donc, vous n'avez pas de problème d'effet de serre, ce qu'on appelle l'effet de serre et l'effet d'échauffement. Ouais. Vous pouvez éviter ça pour l'énergie nucléaire. Mais j'aimerais bien signaler une chose à propos de ça. L'énergie nucléaire, même pour la production d'électricité actuellement, je veux dire que c'est dans les premiers pas. Il y a beaucoup de développement dans le secteur nucléaire concernant la production d'énergie, de telle sorte que vous pouvez avoir des réacteurs à la taille de 10 MW. Ouais. 10 MW, on parle maintenant de réacteurs de 3000, de réacteurs qui travaillent à 1200 électriques. 1200 électriques, ça veut dire qu'il faut multiplier par 3. Ouais. Ça veut dire presque 4000. On peut avoir des réacteurs jusqu'à 10 000 MW. Toute cette panoplie de réacteurs qui existent actuellement dans le monde comme réacteurs en papier, ça peut composer ce qu'on appelle les paniers énergétiques souhaitables à tout besoin. Je donne un exemple pour ça. Si moi je veux essayer de développer un domaine proche de la mer, dans le désert, loin de tout transport, de telle sorte que je veux faire un développement de cette région, je vais avoir besoin de faire soit des lignes de transmission électrique, soit avoir de transport de pétrole ou d'énergie fossile, des quantités énormes. Mais avec un petit réacteur dans ce domaine, avec une puissance souhaitable pour ce qu'on veut faire, vous pouvez développer une zone, ce qu'on appelle le remote développement. Ouais. Et tout le monde a besoin de ces développements en remote area, remote région. Donc, vous résoudre avec ça, vous pouvez résoudre le problème de population, de distribution de population. Ouais. C'est un des aspects. Ouais. Ouais. Monsieur Mohamed, je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne l'importance du nucléaire et la célébration consacrée aujourd'hui par l'Égypte à la première fête du nucléaire égyptien. Merci beaucoup. Donc, c'est retourner donc à vous. Vous avez des remarques à faire à propos de ces éclaircissements de la part du docteur Mohamed? Non, c'est très positif et il a mentionné honnêtement, docteur Mohamed, que le futur et le changement du climat, nous devons prendre ces sujets-là au sérieux. Changement du climat et l'impact sur l'eau, l'impact sur l'alimentation, ce sont des sujets très importants et très compliqués. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ces sujets-là à la légère. Ça, ce sont des sujets compliqués. C'est-à-dire si, par exemple, je ne veux pas ouvrir un nouveau sujet, que c'est l'inflation. L'inflation augmente au monde entier d'une façon incontrôlable. Ça va augmenter les prix, tous les prix du monde, mais spécialement les prix des produits alimentaires. Alors le peuple peut s'en dispenser de quoi que ce soit, mais les gens ne peuvent pas s'en dispenser du côté de l'alimentation, surtout pour les enfants. Alors nous devons savoir que ça c'est un sujet très important, très compliqué, et nous devons avoir des stratégies claires et fermes en ce qui concerne le changement du climat et son impact sur l'eau et aussi sur les produits alimentaires. Parce que ça c'est le côté de la vie. Sans eau, sans produits alimentaires, on n'a pas de vie. Et on n'a pas de stabilité sociale. Et ça, c'est un point très sérieux, surtout quand on parle de l'Afrique. Permettez-moi même de jeter plus de lumière sur la conférence d'Akhbar al-Youm, la conférence économique d'Akhbar al-Youm, qui s'est ouverte aujourd'hui matin en présence de Madame la ministre Nivine Guéma, la ministre du Commerce et de l'Industrie. Le thème ou le slogan de cette 8e édition plus ou moins révélatrice, d'après les intervenants, les révélatrices de l'évolution importante qu'a connue l'économie égyptienne. Le slogan, pour rappeler encore une fois, 100 milliards de dollars d'exportation, le rêve est possible. Tout est possible, mais nous devons mettre des stratégies en place. Parce que les gens, si on parle du continent africain par exemple,
l'exportation d'un chiffre pareil vers le continent africain. Ils doivent avoir eux aussi les moyens de paiement. Ouais. 100 milliards, ça, ce n'est pas un chiffre modeste. Deuxièmement, ils doivent en profiter aussi. C'est-à-dire, ils ne vont pas continuer à être importateurs pour toute la vie. Ouais. Troisièmement, nous devons avoir des relations qui peuvent faciliter le plus que possible ce genre de coopération. Bien sûr, tout le monde veut voir des exportations. Tous les pays du monde veulent exporter. Mais le monde est assez petit. Il faut savoir, à travers la diplomatie économique, comment ils peuvent coopérer. C'est-à-dire, oui, nous voulons exporter, mais eux aussi, ils veulent exporter. Oui, nous voulons exporter, mais nous devons considérer très bien les moyens de paiement. Oui, nous voulons exporter, mais nous devons avoir avec ces pays-là des relations beaucoup plus profondes. C'est-à-dire, on doit commencer aussi en parallèle de travailler sur la culture, sur le sport, sur l'éducation, sur la santé. C'est-à-dire, la coopération ne doit pas être seulement on adresse le monde pour exporter. Ben, tout le monde veut exporter. Mais on doit avoir à côté, comme on appelle des sweeteners, pour que les pays qui importent de nous, eux aussi, en profitent. Alors j'espère bien que les compagnies égyptiennes, quand ils parlent d'exportation vers le monde, et surtout vers les pays africains, doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont offrir à ces pays-là. C'est-à-dire, si je prends comme exemple, je ne vais pas mentionner la compagnie qui a été, c'est-à-dire supporter Mohamed Salah, notre héros. C'était une compagnie multinationale, elle lui a donné tout le support, il est devenu un champion. Alors nous voulons que nos compagnies aussi parlent de la même façon, que ce soit sur le côté de l'éducation, du sport, de la culture, quoi que ce soit. Mais on doit s'approcher plus. Oui, je suis très d'accord avec Madame la ministre, rien n'est impossible, mais aussi nous devons mettre en place des plans et des stratégies logiques à appliquer. Et que les deux parties aussi doivent être gagnants. Non seulement les deux parties, il y a une troisième partie aussi, la technologie. Nous n'avons pas la technologie. Il y a 100 compagnies multinationales qui sont connues. Ils ont la technologie. Nous avons des ressources et il y a le financement, la troisième partie. Les trois ensemble doivent former des scénarios de telle façon que le monde entier soit gagnant-gagnant. Non seulement nous. On va parler un peu plus dans quelques minutes des exportations égyptiennes vers les pays africains et ça au cours du commerce par exemple. Mais justement, Madame Nivine Guema, qui a inauguré au nom du Premier ministre égyptien Dr Moustapha Mabouli, a fait une allocution très importante. Selon Dr Nivine Guema, le programme de la réforme économique globale adopté par le gouvernement égyptien a fait de l'Égypte la métropole des investissements et avance à pas sûrs vers la réalisation de ses objectifs consentis et d'offrir le climat adéquat à la croissance de l'industrie nationale étant le levier de développement économique global. Madame Nivine Guema a dit également que des opportunités distinguées se dessinent devant les organes internationaux locaux d'investissement pour diriger leurs capitaux vers le marché égyptien et profiter de la profondeur stratégique de l'État et des conventions conclues avec les blocs économiques arabo-africains, européens, américains qui permettent l'accès des produits à leur marché avec des avantages sans précédent au niveau des exportations et du marketing. Donc, d'après vous, comment vous avez analysé ou observé de telles déclarations très importantes, très grandes de la part Non, elles ne sont pas très grandes, ils sont correctes. C'est-à-dire c'est une réalité. Quand on voit, moi je dis toujours, l'économie, ce n'est pas question d'opinion, l'économie sont des chiffres et des indices. Quand on regarde tous les rapports qui ont été produits par les institutions mondiales, ils sont tous positifs. Et comme on a commencé, pourquoi? Nous avons une économie très bien diversifiée, on a un plan très sophistiqué, qui est la stratégie, très bien appliqué, très bien aussi suivi. Nous avons un climat qui nous a permis de travailler jour et nuit. Et aussi, je voudrais ajouter ici un point très important. La majorité des projets qui ont été faits durant la période, les années qui ont passé, ce sont des projets où le financement est en livre égyptienne. Alors, la devise sort des banques vers les projets. Et aussi, il y a un point très important. On n'a pas importé un seul employé de l'étranger.
Ils sont tous égyptiens, les ingénieurs sont des Égyptiens, les matières premières qui sont utilisées viennent des usines égyptiennes. Alors, le processus qui a tourné a créé un développement économique très sophistiqué, d'une main à l'autre. Mais en même temps, ça doit continuer. Pourquoi ça doit continuer? Parce que, honnêtement, on a un point que nous devons considérer sérieusement. Il y a beaucoup d'usines en Égypte qui utilisent la matière première importée. Ça, c'est pas faux, mais avec l'inflation qui se développe sur Terre, et surtout dans les grandes nations, à cause de l'escalation du prix du pétrole et les prix du shipping, etc. Alors là, nous avons un problème d'inflation qu'on doit considérer parce que ça va élever les prix sur le marché et le peuple ne pourra pas supporter honnêtement l'escalation des prix plus que ça. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est le projet géant que Monsieur le Président est en train de travailler dessus, le développement des gouvernorats et des villages, de telle façon que tous ces villages vont devenir des villages producteurs, comme dans le passé, et aussi les gouvernorats. On donne beaucoup d'attention aux petits et moyennes entreprises, parce que ça développe la vie pour des millions. Et on appelle toujours ce genre de développement, ça c'est la base de la pyramide économique. Alors, avec le développement qui est en place, oui, on a atteint des niveaux que la majorité du monde entier n'a pas atteint. Pourquoi? J'ai mentionné au commencement le climat, la diversification des produits, notre location géographique, les 50% des jeunes et aussi les plans dont, Monsieur le Président, on insiste à continuer d'une façon très professionnelle. On a construit des nouvelles villes et on a commencé avec des villes intelligentes. Et je voudrais mentionner un point ici très important. Les multinationales, s'ils veulent venir travailler dans cette région, ils veulent des villes intelligentes. Et nous avons ces villes-là, surtout la nouvelle capitale. Ils prennent comme siège pour développer et diriger leurs opérations dans la région tout entière, que ce soit la région de la Méditerranée ou les pays africains. Alors ça aussi, c'est un côté très, très, très positif. En fait, il y avait une intervention très importante de la part de Ahmed Galel, le PDG d'Akhbar al-Youm. Selon lui, la nouvelle donne qu'a connue l'économie égyptienne rend le slogan de la conférence un devoir national à réaliser sur le terrain. Monsieur Ahmed Galel, qui est encore une fois le PDG de l'institution journalistique Akhbar al-Youm, a fait d'autres déclarations durant son intervention dans cette conférence économique d'Akhbar al-Youm. Selon lui, encore, nous pouvons faire ça, car nous avons une réalité qui se trouve sur la Terre, sur une Terre plutôt fixe et stable, et non pas des souhaits. Aujourd'hui, nous avons un développement inclusif dans chaque partie de l'Égypte, une infrastructure intégrale au plus haut niveau mondial qui ferait la voie pour une bonne vie décente aux Égyptiens, qui peut répondre également aux exigences de développement économique dans tous les domaines. Ces données sur le terrain nous mène également à un environnement législatif moderne et des incentives et des facilités accordées par le gouvernement pour éliminer tout obstacle et pour ouvrir la porte devant l'investissement sérieux pour que l'Égypte devienne un des plus importants pays attractifs aux investissements au niveau mondial. Votre analyse? Ça doit commencer par les investisseurs égyptiens. Parce que, étant banquière, j'ai vu ça. Sans, comment on appelle, l'aide, et quand les compagnies multinationales viennent sur place, ils sont toujours en coopération avec les investisseurs égyptiens, c'est-à-dire ou bien ils travaillent ensemble, ou bien ils forment des compagnies ensemble, etc. Alors, si on encourage et on donne beaucoup, et à mon avis, il y a beaucoup de facilités qui ont été données aux investisseurs égyptiens. Si les investisseurs égyptiens donnent ou ils gagnent de la situation présente une solidarité, ils peuvent être le modèle parce que ce sont eux qui parlent aux investisseurs mondiaux. Je voudrais mentionner ici un point très important et je répète, je suis banquière. Un investisseur étranger ou multinational, quand il vient sur place,
Il parle aux banques, il parle aux avocats et il parle aux investisseurs. Il veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, les facilités qu'ils ont offertes aux investisseurs égyptiens, c'est le premier pas. Les lois aussi, c'est le second pas. Troisièmement, la stabilité, nous avons une stabilité. Nous avons une armée forte et nos bordures. Il y a des problèmes à droite et à gauche, mais l'Égypte est stable. Alors, il y a plusieurs. Les rapports qui sont issus internationaux sont tous positifs. Alors là, je voudrais revenir qu'il faut que les investisseurs égyptiens commencent, je répète, commencent à augmenter le niveau d'investissement en Égypte, parce que ça, c'est le premier pas qui encourage, si vous voulez, les investisseurs du monde entier à venir sur place. Mais le point aussi qui est très important, c'est les nouvelles villes, les villes intelligentes. Parce que maintenant, toutes les compagnies, les multinationales, ils veulent venir sur une place où les villes sont intelligentes et technologiques. La technologie est devenue la langue du monde, on ne peut pas nier ça. Oui, on a la nouvelle capitale, mais aussi il y a des villes qui ont été construites, des villes intelligentes, qui peuvent nous aider pour ce genre de développement. On est sur le bon chemin, ça va prendre quelques temps, peut-être 2 années, jusqu'à ce que, Monsieur le Président, on en termine le grand problème, le méga projet de développement des gouvernorats et des villages, parce que ça va changer tout à fait la structure démographique de l'Égypte. Oui. Mais j'aimerais bien même ajouter une dimension très importante pour le dopage des investissements étrangers vers l'Égypte. Et c'est à partir de cette nouvelle, par exemple. L'État égyptien tient à instaurer la confiance et la transparence pour créer un climat d'investissement, d'après le ministre de la Justice. Pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne cette nouvelle, sous la conduite du président Abdel Fattah al-Sisi, l'État égyptien déploie de grands efforts pour faire avancer l'économie et le développement. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, Omar Marwan, affirmant que l'État égyptien tenait à créer un climat propice et adéquat à l'investissement. Selon lui également, l'État s'attache à résoudre les litiges en matière d'investissement d'une manière compatible avec les règles de transparence et de confiance. Et bien sûr, de telles déclarations ont été faites dans son allocution prononcée lors de l'inauguration d'un atelier de travail organisé par le contentieux de l'État sur l'arbitrage international et les moyens d'éviter les erreurs qui conduisent les investissements à recourir à l'arbitrage international. Bien sûr, et ça en présence du ministre de l'Aviation Mohamed Manar et du président du contentieux de l'État, le juge Hussein Mustafa. Donc, c'est un aspect, c'est une dimension tout à fait vitale, tout à fait critique. Critique pourquoi? Parce que si jamais ils ont un problème, ils n'arrivent pas à le résoudre. Nous avons des problèmes qui restent dans les cours pour des dizaines d'années. Ils ne peuvent pas attendre tout ça. Alors ça, c'est pourquoi je dis que c'est un problème critique. Parce que si chaque fois où un étranger ou une compagnie multinationale a un problème, doit rester des dizaines d'années pour que ça soit résolu, ça c'est inacceptable. Inacceptable, je répète. Et ça, c'est un grand problème. C'est pour cela que... c'est ça même l'un des thèmes qui vont être discutés pendant les 2 jours de la conférence d'Akhbar al-Youm. Et monsieur le gouverneur de la Banque centrale aussi, il a déclaré il y a quelques jours, il a demandé aux banques qu'il y a beaucoup de cas dans les cours contre les investisseurs égyptiens. Il leur a demandé de reviser tout ça et de trouver des façons beaucoup plus amicables pour résoudre les problèmes. C'est pas chaque client qui a des problèmes, on l'envoie au cours. Ça, c'est inacceptable parce qu'il y a des centaines de cas inacceptables. Et ça, c'est un point aussi qu'on demande tout de suite quand les investisseurs viennent. Ils demandent comment ça se passe si nous avons des problèmes avec la banque, par exemple. Ça doit être résolu amicablement, d'une façon professionnelle. Deuxièmement, je vous raconte réalité. Dès qu'ils viennent, ils rencontrent premièrement comme on appelle legal firm, très professionnelle, et ils demandent les lois, comment ça fonctionne, et puis ils rencontrent des banques et des investisseurs égyptiens. C'est-à-dire, ils ne viennent pas comme ça facilement. Ils doivent voir, est-ce que entrant dans ce pays-là va être facile, et si je veux sortir, ça va être facile. Easy entry, easy exit. Parce que je peux venir travailler pour 2-3 années et puis je veux m'en aller. Bon, est-ce que ça va être fait facilement? Je veux rentrer. Est-ce que c'est fait facilement?
On appelle ça dans les banques ou l'investissement easy entry, easy exit. On entre facilement et si on veut s'en aller, on s'en va facilement, sans des scandales, sans des problèmes. Alors ça, c'est un côté très sensible. Et je répète, monsieur le gouverneur de la Banque centrale a donné des instructions il y a quelques jours. On doit réviser tous les cas qui existent contre les clients. Peut-être il y a des cas très faciles à résoudre. Oui. Par exemple, vous étiez l'un des membres du Parlement égyptien. Et je crois que la mission de l'ancien membre, à partir de 2015 jusqu'à, je crois, 2020, 2020 ou 2019 plutôt. 5 ans. 2019. 2019. Et c'était comment présenter une infrastructure législative moderne pour l'économie égyptienne. Ça a été fait. Ça a été fait très professionnellement. Ouais. Mais ce n'est pas ça aussi. Ça, c'est un des points. C'est-à-dire, le système bancaire aussi est très important. Deuxièmement, la bourse, très importante. Parce que quand je dis easy entry, easy exit, la majorité entre et sort vers la bourse. Vous voyez. Mais du côté législatif, ça a été très bien fait. Et ça a été fait, comme on dit, sur le niveau international. C'est-à-dire, on n'a pas inventé des lois. On voyait qu'est-ce qui se passe partout au monde et on disait la meilleure façon, c'est de faire tel et tel. Mais il y a toujours question d'avoir des investisseurs directs, on appelle investissement direct, pour venir sur le marché. Ça, ce n'est pas une décision facile. Ouais. Parce que si jamais il construit une grande usine, il dépense, il a des dettes, il ne peut pas s'en aller vite. C'est-à-dire, quand il fait un projet pareil, il a en tête qu'il va rester avec nous 25 à 50 ans. Alors, il doit voir d'une vision claire les 25 années qui viennent, comment ils vont se passer, et les 50 années. Moi, je travaillais dans une grande banque multinationale. Ils avaient un département qui s'appelait Chase Econometrics. Ouais. Ce département-là, c'est un miracle. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander n'importe quelle question. Le prix du blé, après 25 ans, comment ça va être? Le prix des voitures, le prix de tel et tel. Et les relations entre les devises. Ouais. Econometrics. Alors, on regarde ce genre d'informations parce que quand les grandes compagnies vont s'installer sur un marché, ils doivent voir une vision qui date au moins 25 ans dans le futur. Parce qu'il ne peut pas prendre une décision et après quelques années, 2-3 années, il y a des problèmes, il ne va pas prendre l'usine et monter dans l'avion, il va les laisser. Alors, c'est une décision qui n'est pas facile. Oui. Nous arrivons donc à notre troisième reportage, à un événement qui aura lieu demain, un événement attendu par la grande majorité des pays africains. Il s'agit du 21e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça. Bien sûr, c'est un sommet qui va prendre place demain à Sharm el-Sheikh avec une grande participation. Pas à Sharm el-Sheikh. Ce n'est pas à Sharm el-Sheikh. C'est l'enseignement. Dans la capitale administrative. Oui, donc, j'espère bien que vous pouvez assister à ce reportage.
membres du COMESA. Le Premier ministre a même mis en relief l'intérêt que l'Égypte accorde à sa prochaine présidence du COMESA, laquelle lui sera remise après 20 ans, ajoutant que l'accueil de ce sommet reflétait la croyance solide et l'engagement du Caire à raffermir le travail conjoint pour promouvoir la croissance économique, éliminer les obstacles entravant le libre-échange entre les pays membres et relever les défis imposés par la pandémie du coronavirus. Les échanges commerciaux entre les différents pays africains du COMESA. Je vais commencer par la stratégie qui a été appliquée par Monsieur le Président, qui est la diplomatie économique. C'est-à-dire, tout le monde doit être gagnant. Moi, à mon avis, on ne doit pas regarder notre économie comme étant l'économie la seule qui existe en Afrique. On veut exporter, on veut faire tout, et le monde va être juste nous attendre pour recevoir. Nous devons savoir que quand on met une stratégie basée sur la diplomatie économique, nous devons savoir, pour commencer, qu'est-ce qu'eux, ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir. Ouais. Et ensuite, on peut voir qu'est-ce qu'on peut offrir et qu'est-ce que nous avons besoin. Mais si on va prendre le sujet du côté égyptien seulement, ça ne va pas être un grand succès. Et je répète, ces pays-là ont besoin aussi d'exporter. Ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin d'avoir des revenus. Parce que le système monétaire et le système fiscal chez eux aussi doit être bien vu. C'est pour cela que quand on pense et quand on parle, si on exporte vers ces pays-là, et on ne veut pas payer des taxes, on ne veut pas payer des coûts, à mon avis personnel, on ne peut pas le prendre honnêtement d'une façon assez restricte, parce qu'ils ont besoin de faire de l'argent aussi. Ouais. Ils ont besoin de développer leur balance de trade et leur balance et le côté fiscal et économique. Ouais. Alors là, on doit, à mon avis personnel, on doit étudier qu'est-ce qu'eux, ils vont gagner pour commencer, et ensuite, nous aussi, qu'est-ce qu'on va gagner. Parce que, bien sûr, on est beaucoup plus fort du côté économique, indiscutable, bien sûr. Ils ont des ressources, mais ils n'ont pas la technologie. Ils ont des ressources, mais ils ont besoin d'une expérience comme la nôtre pour l'introduire. Mais nous devons commencer, moi je dis toujours, nous devons commencer par s'approcher, c'est-à-dire le côté culturel, le côté sportif, le côté, c'est-à-dire les deux peuples doivent s'approcher en plus parce que ce sont des pays, peut-être ils nous connaissent, mais la majorité des Égyptiens ne les connaissent pas. Ouais. Mais la COMESA, c'est un marché très important, mais je répète, on ne doit pas toujours regarder ces marchés-là comme étant le seul exportateur. On doit savoir qu'il y a une relation, doit être tout le monde est gagnant. L'Égypte essaye d'arriver à une intégration économique continentale. Oui. Comment ça... Intégration. Voilà, ça, c'est un mot très important. On doit s'intégrer ensemble. Mais on ne va pas continuer à faire comme dans le passé, les pays avancés, ils veulent avoir tous les gains et les autres vont rester là à regarder. Oui. Non, une intégration. Eux, ils ont des ressources, nous avons une technologie et une expérience très bien avancée. On peut ensemble s'intégrer. Je veux répéter le mot, on n'est pas là en compétition, mais intégration régionale. Ça, c'est un point très important. En fait, d'après des analyses que j'ai entendues parler dans les médias, toujours en préparation, en attente, c'est plutôt en attente de la tenue de cette conférence, de ce sommet de COMESA, l'Égypte supervise les infrastructures en Afrique. L'Égypte essaye d'établir des routes communes avec les autres pays africains. Voilà. Et il y a également un plan pour développer l'infrastructure africaine, investir dans le capital humain des autres pays africains. Donc tout ça, comment vous les trouvez? Comment l'Égypte, même à partir de sa nouvelle présidence de ce COMESA,
va l'appliquer sur le terrain. Ça, c'est la base de la coopération. Ça, c'est une base. Parce que l'Égypte ne va pas faire ça sans être payée. Oui, on doit inviter les institutions mondiales aussi et le monde avancé pour aider ces pays-là. Ils n'ont pas assez de l'argent, ils ont des ressources. Ouais. Alors, pour développer les ressources, on doit commencer par le plan présenté par l'Égypte. Mais en même temps, ils doivent eux aussi sentir le bénéfice. C'est-à-dire, ils ne vont pas travailler juste pour faire tout ça sans avoir vraiment une vie décente, comme le plan que nous avons. Alors moi, à mon avis personnel, si on commence par leur aider à faire un projet comme le nôtre pour une vie décente, ça va développer l'économie, ça va approcher les peuples et en même temps, ça va ouvrir les marchés des deux côtés. Oui, mais en même temps, parce qu'il me reste presque moins d'une minute, il y a un écart numérique entre les pays du COMESA. Comment nous pouvons dépasser de tels problèmes? C'est normal. Il y a un écart économique entre nous et le monde avancé. C'est pas difficile. On doit les aider. Et c'est pour cela que j'ai commencé par dire diplomatie économique. On va gagner tel et eux aussi ils vont gagner. Ouais. Mais si on va c'est ça le but des Égyptiens. Voilà, ça c'est le but du gagnant-gagnant. Ça c'est la stratégie. Et si on fait une autre stratégie, on va être perdant-perdant. Perdant. Oui. Mais on préfère toujours gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, les deux côtés gagnent. Voilà. Ça peut différer des pourcentages, mais les deux côtés doivent gagner. Ils doivent sentir que travailler avec l'Égypte, ça c'est un point positif pour eux. Et positif, c'est-à-dire le peuple doit sentir, c'est pour cela que j'ai dit, on peut leur présenter le plan de la vie décente. Comment ils peuvent faire pour élever la vie pour ses habitants. Ça va se développer automatiquement. Aussi, parce que n'importe quel plan économique... N'importe quel plan économique dans le monde entier, l'objectif principal, c'est une vie décente pour le peuple. Oui. Merci beaucoup pour votre explication. Merci à vous. Toujours honoré de vous rencontrer cette fois-ci pour la première fois depuis presque 2 ans après Corona. Mais merci beaucoup encore. Merci à vous. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et il ne me reste que de dire au revoir et toujours bon moment sur l'International.